Parlons de l'Alliance des États du Sahel. Revenons surtout sur l'appel lancé officiellement par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette dernière qui invite donc l'AES à prendre part à la formation justement de la force en attente. L'appel a été lancé la semaine dernière au terme justement d'une réunion tenue du côté d'Abuja au Nigeria, une réunion censée notamment planter les jalons de cette force en attente, mais surtout récolter les financements nécessaires pour son implémentation. Nous prenons tout d'abord cet élément qui plante le décor et nous reviendrons sur la réponse qui a été adressée au chef d'État de la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a besoin de 2,6 milliards de dollars par an pour établir une force de sécurité de 5000 hommes destinés à lutter contre le terrorisme, selon l'une des options envisagées par les responsables de la défense lors d'une réunion tenue à Abuja ce 27 juin 2024. Les ministres de la Défense et des Finances de la CEDEAO se sont réunis dans la capitale nigériane pour décider de la taille de la force potentielle en question et des fonds nécessaires à son financement. La région de l'Afrique de l'Ouest, frappée notamment par des mouvements de révolution, fait face à une série de crises politiques qui ont nui à la coopération régionale. Selon les responsables de la CEDEAO, une situation qui a poussé le Niger, le Burkina Faso et le Mali à claquer la porte de l'Union des 15 membres. Le ministre de la Défense nigérian, Mohamed Badourou Aboubakar, a déclaré lors de la réunion qu'il y avait deux options pour cette force régionale. L'une qui coûterait 2,6 milliards de dollars par an pour une brigade de 5000 hommes et une autre qui coûterait 481 millions de dollars pour 1500 soldats. Ces chiffres soulignent la gravité de la tâche qui nous attend, a déclaré Mohamed Aboubakar. Il est donc impératif que nous examinions de manière critique les options en tenant compte des défis actuels auxquels la région est confrontée et des préoccupations financières des différents États membres. Le ministre nigérian de la Défense a ajouté que la force régionale ne serait pas utilisée pour renverser les coups d'État, mais serait limitée à la lutte contre le terrorisme. Chaque État membre censé contribuer à une quote-part. Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré, de son côté, a estimé que les membres suspendus ne seraient pas exclus de cette force régionale. Suspendus ne seraient pas exclus de la force en attente de la CEDEAO. Un appel, Dr Sango, justement, aux États membres de l'AES qui sont donc cordialement invités à prendre part à la formation de cette force en attente de la CEDEAO. Objectif affiché justement, la lutte contre le terrorisme. Le combat, il est pourtant louable au regard justement de l'enjeu. On parle de la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, un phénomène qui concerne plusieurs pays ouest africain, mais de façon, dans un contexte géopolitique particulier, de quoi doit-on qualifier cette main tendue de la CEDEAO vis-à-vis des États membres de l'AES? Peut-on parler éventuellement de cette CEDEAO-là qui voudrait mutualiser ses efforts avec l'AES? A-t-elle enfin reconnu l'AES comme étant une organisation à part entière capable de l'épauler dans la lutte contre le terrorisme? Je pense que c'était inévitable. C'était inévitable parce que nous voyons au fil du temps que la CEDEAO, ses partenaires, sont aujourd'hui rattrapés par la réalité sur le terrain, qui n'est rien d'autre que celle du terrorisme, de l'insécurité, mais aussi surtout du développement des États du continent africain et de cette sous-région de la CEDEAO aujourd'hui, de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on voit bel et bien que la CEDEAO est en train de comprendre que la voie des sanctions, la voie de l'exclusion n'était pas, n'est-ce pas, ici la meilleure. Ils sont en train de comprendre que, au lieu de pourchasser ou alors de totémiser leurs frères qui ont décidé de claquer la porte de leur institution, il serait important de les ramener ou alors de se rapprocher vers eux, c'est ça l'expression, oui, pour essayer de voir comment est-ce que on doit poser les bases d'un nouveau départ dans cette sous-région. Parce qu'il faut toujours vous rappeler que lorsque les États de l'AES ont décidé de claquer la porte de la CEDEAO,
ils ont, n'est-ce pas, précisé les causes, n'est-ce pas, de leur sortie. Et parmi ces causes-là, il y avait l'insécurité qui était grandissante et qui était déjà en train de dépasser la CEDEAO. Il y avait le manque de solidarité entre ces États, mais aussi et surtout l'influence grandissante des puissances étrangères dans le processus d'organisation et de fonctionnement de cette institution. Voilà les griefs, n'est-ce pas, que les États de l'AES ont soulevés avant de partir. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé la voie ouverte pour un dialogue. Ils n'ont pas fermé la porte parce qu'ils ont compris qu'en réalité, l'avenir de la sous-région doit se faire avec tous les États de cette sous-région-là, j'ai envie de dire tous les enfants de cette sous-région-là, sans exclusion. C'est pourquoi lorsque vous voyez la charte du Liptako-Gourma, cette charte-là a laissé les passerelles pour que les autres États puissent les rejoindre à l'effet de faire avancer le combat sécuritaire et le processus de développement de la sous-région ouest africaine. Donc aujourd'hui, quelques mois après ou quelques années après la prise des sanctions contre ces États de l'AES, la CEDEAO est en train de comprendre aujourd'hui qu'elle ne peut ne pas faire sans les États de l'AES. Parce que du point de vue, n'est-ce pas, de la réelle politique aujourd'hui, on voit bel et bien que la capacité stratégique et même militaire impulsée par l'idéologie portée par ces États de l'AES est largement supérieure et efficace sur le terrain comparée à celle de la CEDEAO et de ses partenaires sur le plan international. C'est cette réalité-là qui est incontournable et qui est aujourd'hui, du point de vue de la réelle politique, obligée d'être acceptée par les États de la CEDEAO pour essayer de survivre. Parce qu'il y a aussi l'enjeu de survie de la CEDEAO. À partir de cette action-là, on comprend du point de vue symbolique que la CEDEAO reconnaît déjà l'existence de l'AES. Parce qu'il y avait également ce discours-là qui proliférait dans les analyses et qui disait que l'AES est un machin, c'est quelque chose qui n'a pas un avenir, c'est quelque chose qui ne va pas tenir. Mais nous voyons aujourd'hui, à travers cet appel, cette inclusion des États de l'AES dans cette dynamique de formation d'une force, n'est-ce pas, en attente de la CEDEAO, que les États de la CEDEAO reconnaissent de manière réelle l'existence et la pertinence des États de l'AES. Donc, pour ma part, je pense que nous sommes en train de vivre un renversement de valeurs qui démontre du point de vue réel que la voie empruntée par les États de l'AES est déjà en train de porter des fruits du point de vue de ces réfractaires d'hier. Parce qu'on voit que ceux qui étaient réfractaires hier à cette alliance du Liptako-Gourma sont aujourd'hui tentés, n'est-ce pas, de faire avec elle, de travailler avec elle, parce que du point de vue stratégique, cette alliance-là a des moyens, a des partenaires efficaces qui peuvent permettre à cette sous-région de contenir et d'éradiquer le terrorisme dans cette sous-région qui a empêché pendant plusieurs années à ces États d'impulser la dynamique du développement. Donc, moi, je suis aujourd'hui ravi et content que les analyses que nous faisions ici chaque soir, chaque jour, portent déjà des fruits. Les analyses qui démontraient que, au fil du temps, l'AES finira par, n'est-ce pas, être accepté par ces États de la CEDEAO. À défaut même de tuer cette CEDEAO, l'AES finira par prendre, n'est-ce pas, une place importante dans cette sous-région du point de vue du processus non seulement d'intégration économique, mais également d'intégration politique. Et vous savez que l'AES, ce n'est pas seulement l'intégration économique, l'AES vise également à aller au-delà de l'intégration économique pour revertir l'intégration politique et même culturelle. C'est la raison d'être du projet de création de cette confédération qui, à terme, risquerait de conduire à l'état fédéral de cette sous-région-là, qui aussi, avec le temps,
va ouvrir la voie vers la création de l'État fédéral du continent africain. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'envisager d'autres voies que celle des regroupements. Nous avons vu que l'Afrique, aujourd'hui, pour qu'elle se libère, n'a pas le choix que de procéder par regroupement. Et ces regroupements ne doivent plus se faire à l'image des regroupements qui ont été imposés par la colonisation, les puissances occidentales, c'est-à-dire cette intégration copiée-collée que les puissances occidentales ont donné à l'Afrique. Oui. C'est le cas de la CEDEAO, l'Union africaine, la CEMAC, la SADC, etc. Il est important aujourd'hui que l'Afrique forme ses propres organisations d'intégration sous-régionale calquées sur ces réalités, financées par les Africains, pour que ce processus-là puisse à terme permettre à l'Afrique de se mettre ensemble à l'effet, n'est-ce pas, de se mettre à l'abri contre les velléités de déstabilisation occidentale. Donc voilà un peu comment il faut lire cette actualité. Oui. C'est une actualité importante qui vient démontrer du point de vue de la réelle politique que les États de l'AES sont en train de prendre progressivement la place et de convaincre les sceptiques d'hier, n'est-ce pas, sur le terrain en ce qui concerne le processus sécuritaire dans cette sous-région. 2,6 millions de dollars, c'est le montant nécessaire justement pour l'implémentation de cette force d'entente évoquée par la CEDEAO. Talo, cet appel qui est lancé par l'institution, du moins par l'organisation en elle-même, en direction de l'AES, peut-il être considéré aujourd'hui comme une véritable main tendue, une volonté de mutualiser leurs efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ou alors êtes-vous de ceux qui pensent qu'il s'agit d'une nouvelle manœuvre ou du moins de diversion, voilà, j'ai trouvé le mot, de diversion de la part justement d'une organisation, ou du moins de deux organisations qui se regardent toujours en chien de faïence et dont la tension reste palpable. Cher Guinée, il s'agit là de l'un des plus grands pièges que l'Occident utilise la CEDEAO pour empêcher la création de l'État fédéral. Vous êtes l'un des plus grands journalistes. C'est avec vous ici, sur ce plateau, même plateau, surtout en 2023, que nous avons et vous avez amené, posé sur la table les plus difficiles sujets. Nous avons abordé ici en ce qui concerne nos États, particulièrement de l'Alliance. Avec à chaque fois qu'il y a une révolution, et je me souviens encore du débat que vous avez organisé, le premier des médias en Afrique, même dans le monde, organisé quand nous avons fait le coup de révolution au Niger. Vous vous souvenez, nous avons appelé ici, avec les docteurs Sango, je crois que le docteur Sango était là, à dire à notre peuple du Niger, levez-vous, allez protéger votre armée, parce que c'est vous l'armée. Et notre peuple, avec ceux qui sont sur le terrain, se sont levés pour aller protéger. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, vous posez encore un intéressant sujet sur la table. À l'entrée, je disais que c'est l'une des plus grosses manipulations qu'il faut faire très attention. Lisez-le, comme vous venez de nous faire écouter le communiqué. Dans le communiqué, on utilise des termes, genre par exemple, des membres suspendus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Occident, parce que ça vient pas de la CEDEAO, ce n'est qu'une coquille vide. L'Occident ne reconnaît pas leur décision de quitter la CEDEAO, le machin de l'Occident. On dit membres suspendus. Ils n'ont pas dit les membres qui ont quitté. Ils ont dit membres suspendus. Parce que là, c'est un non-respect de notre décision. Nous, Africains du Burkina Faso, nous, Africains du Mali, nous, Africains du Niger, de dire que maintenant, depuis, nous avons dit nous ne faisons pas plus partie de ce machin-là qu'appelle la CEDEAO. Dans le communiqué, s'ils étaient francs, si c'était vraiment quelque chose de franc, ils allaient dire vous n'êtes pas membre, vous n'êtes plus membre, mais vu que nous sommes sur le même espace, nous vous appelons à venir si vous pouvez vous joindre à nous pour pouvoir lutter vraiment maintenant contre le terrorisme. C'est pas ça. Il faut lire juste, des fois, il y a un mot seulement. Un mot permet de comprendre que votre adversaire, en fait, celui qui se fait passer pour votre frère, votre soeur, en fait, ne l'est pas. Il ne cherche qu'à vous nuire.
Il y a eu combien Mais de pourquoi tentatives pensez-vous de que la manipulation? position de la CEDEAO n'a pas évolué tel ou tel? Pourtant, il y a des gestes, des actions qui ont été posées dans ce sens-là. C'est vrai qu'on parle de la levée d'une partie des sanctions, mais depuis plusieurs mois maintenant, on voit cette CEDEAO tenter justement de mener, ou du moins de poser certaines actions allant dans le sens de l'apaisement. Pourquoi pour vous, il serait difficile de penser que cette CEDEAO puisse revenir à de meilleurs, à avoir à de bons sentiments? C'est pas de l'apaisement, c'est des tentatives de manipulation pour détruire le projet qui est en gestation. Parce que je vais vous expliquer très facilement, très rapidement. Parce que là, nous parlons également Qu'est-ce- d'un projet commun sur la lutte contre le terrorisme, l'insécurité, Oui. qui frappe pratiquement la plupart des pays du Sahel aujourd'hui. Voilà, j'en viens. Je vais vous expliquer, mais avant que j'oublie de le dire, vous parlez d'insécurité. Mais ils ont parlé de force en attente. Mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils parlent de force en attente? Ça fait longtemps qu'ils ont utilisé, ils ont dit qu'il y avait une force en attente. Vous vous souvenez qu'ils avaient dit qu'ils avaient une force en attente prête à attaquer le Niger? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force en attente là avait l'argent déjà, avait les armes, avait tout pour attaquer le Niger. Dans le communiqué, ils disent qu'ils veulent mettre en place une force en attente et ils disent qu'il faut des moyens. Vous voyez pas que c'est des choses qui sont contradictoires? Avant, il y avait la force en attente prête à attaquer le Niger. Aujourd'hui, ça veut dire que la force en attente n'existait pas, il n'y avait pas d'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que la force en attente était, et d'où venait cette force en attente? Nous le savons, nous avons déjà débattu de ça ici. Cette force en attente, c'était les forces occidentales qui allaient se noircir, hein? Donc, pour venir, pour attaquer. Est-ce que vous voyez? Donc, on est là dans des jeux de mots, dans des jeux de manipulation pour pouvoir nous distraire. Parce que le but, c'est quoi? Et l'autre chose que je voulais expliquer, c'est quoi? Nous sommes en train de construire quelque chose et il reste juste que les chefs d'État. C'est quoi cette chose? Là, l'État fédéral africain. L'État fédéral africain qui va être totalement indépendant, qui ne va pas dépendre d'une source extérieure, financement de tel ou tel, qui dépend de nous parce qu'on a commencé déjà avec l'AES. Si vraiment ils étaient objectifs, si vraiment ils voulaient lutter contre le terrorisme dont nous sommes victimes, et voyons ce qui s'est passé et en tirant conclusion de que la CEDEAO, ils ont été manipulés par la CEDEAO, ce qu'ils devaient faire, c'est quoi? Écoutez, on veut maintenant rejoindre l'AES. C'est ça qu'ils devaient faire. Parce qu'on voit que vous avez mis quelque chose et ce que vous avez mis, ça marche. Ça fait notre fierté. Nous voulons vous rejoindre. Mettons de côté la CEDEAO. Mais c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que la CEDEAO ressuscite parce que la CEDEAO est déjà morte. Ils veulent que la CEDEAO ressuscite. Pourquoi? Et pourquoi c'est dangereux pour nous? Vous voyez l'architecture de la CEDEAO. Vous avez, c'est-à-dire, c'est un bateau dans lequel tu as plusieurs commandants. Vous savez que on a cette expression africaine qu'on sait, il faut qu'il y ait seulement un commandant dans un bateau. À chaque fois que vous avez plus d'un commandant dans un bateau, c'est le chaos. C'est ça que veulent les Occidentaux. Ils veulent que l'architecture reste comme la CEDEAO, comme la CEMAC, comme la SADC, pour que l'Occident puisse manœuvrer, utiliser les uns contre les autres pour pouvoir faire que des petites choses en disant qu'on est en train de pouvoir par l'émergence de ceci, de cela. Parce que là, c'est là, dans l'AES qui va devenir la fédération, c'est là que va se jouer la vraie indépendance de l'Afrique. On ne veut pas. Ils sont conscients de ça. Je continue. Quand je parle de manipulation, combien de fois ils ont manipulé? D'abord, commençons par les menaces. Chaque fois que un État a pris son indépendance, c'est-à-dire arraché, a fait le coup de révolution, il y a eu des sanctions. Sanctions contre le Mali. Après, sanctions contre le Burkina. Après, il y a eu sanctions contre le Niger. Il y a eu des sanctions les plus inhumaines. Même les médicaments. Pour ne pas parler de la Côte d'Ivoire avant, là, de Laurent Gbagbo. Même les médicaments, les comptes bancaires, tout était bloqué. Tout. Ils n'ont pas arrivé. Ils n'ont pas arrivé pourquoi? Il faut le souligner, il ne faut pas oublier de le souligner, parce que nous avons eu le support de la Russie. Parce que c'est une question d'armes. Moins c'est ça veut faire. On s'agrandit ça. Moins, c'est question de fer contre fer. Tu me menaces, tu as le fer, moi j'ai le fer. Derrière nous, on a la Russie. La Russie nous a doté d'armes au Mali, au Burkina, au Niger, en Centrafrique. Quand ils ont élevé le temps, je pense qu'en arrière-plan, la Russie a dit, si vous les attaquez, même si on n'a pas écouté, si vous les attaquez, on va vous attaquer. Nous allons aussi faire partie du combat.
En plus du fait que le Mali et le Burkina disent, si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez. Ils ont eu peur. Ils se sont calmés. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont commencé maintenant à dire, on va lever les sanctions. Ils ne vont pas lever les sanctions pour tout le monde. Ils ont commencé à lever les sanctions un par un. Pourquoi? C'est pour mettre les uns et les autres opposés, faire les uns des jaloux. S'il y a un qui a accepté, l'autre dit, ah d'accord, donc vous, alors on arrête tout. Ils n'ont pas réussi parce que les trois sont restés toujours solidaires. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont fait plusieurs manipulations pour commencer à essayer de charmer les uns et les autres. Les derniers, c'est quoi? Vous avez vu comment les ambassadeurs sont arrivés là-bas au Burkina Faso. Hein? Plus 8 ambassadeurs qui sont venus là dans un pays qu'on disait que c'était infréquentable. Hein? Les États-Unis, la Grande-Bretagne, ceci, cela, ils arrivent là-bas. Au moment où, à quelques jours maintenant, parce que c'est en juillet que les présidents vont se retrouver pour créer l'État fédéral ou la Confédération. Nous, on espère que ce sera l'État fédéral. Eh bien, donc, vous voyez une accélération des pièges. Et là, c'est le plus grand piège, parce que ce piège, vous voyez, même vous donnez des témoignages, enfin des descriptions, qui fait qu'on dit, waouh, ils veulent maintenant qu'on combat le terrorisme. Parce que là, ça dit quoi? Ils mettent tout le peuple africain en disant, vous voyez, quand je dis ils, c'est pas la CEDEAO, c'est les Occidentaux qui manipulent la CEDEAO. Vous voyez, on vient maintenant pour nous associer à eux pour lutter contre le terrorisme, et s'ils refusent, ça veut dire que c'est eux. Vous voyez, c'est eux qui sont responsables. C'est vraiment que c'est pour ça que j'ai dit que c'est un grand piège. On met en évidence, on met devant les faits les Africains en disant que, vous voyez, nous venons maintenant pour nous associer à eux pour lutter contre le terrorisme. Non, c'est pas ça. Si les trois États acceptent, si l'AES accepte maintenant de dire oui, nous allons faire partie, nous tombons dans le piège. Parce qu'à ce moment-là, déjà, il y a un plan déjà qu'ils ont élaboré pour faire retarder la création de l'AES. Mais ne pensez pas, vous, est-ce que vous ne pensez pas que, monsieur, alors Tallo, est-ce que vous ne pensez pas que la lutte contre le terrorisme pourrait éventuellement être beaucoup plus efficace avec la coopération de ces deux organisations en question, c'est-à-dire d'un côté la CEDEAO et de l'autre l'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui soutenue par la Fédération de Russie? La lutte contre le terrorisme, on a besoin de tout le monde. Mais ce n'est pas le moment maintenant là, où nous sommes à quelques jours, quelques semaines de la création de l'État fédéral, qu'il faut faire la lutte avec eux. Il faut d'abord créer l'État fédéral ou la Confédération. Ensuite, on va réfléchir à comment on peut collaborer. Mais pas avec cette structure en disant la CEDEAO. Rien n'empêche que la Confédération, la Fédération puisse établir des relations bilatérales. On n'a pas besoin de faire une relation avec une organisation qui n'existe plus, qui n'est vide, qui n'est qu'une coquille vide. La Confédération qui est déjà créée, puisque c'est déjà là, la Fédération, pourrait, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, après déclaration, on pourrait établir des relations bilatérales avec le Nigeria, avec la Côte d'Ivoire, avec le Ghana, avec le Bénin, pour lutter contre le terrorisme, mais pas dans le cas de quelque chose qui continue de renier notre décision, nous, de l'AES, nous Maliens, nous Burkinabés, nous Nigériens, notre décision a dit depuis maintenant plusieurs mois que nous avons dit, nous ne faisons plus partie de cette chose-là. On dit que les États suspendus, c'est-à-dire que pour eux, ils ne regardent pas. Vous voyez que c'est de l'insulte. Cher président burkinabé, cher président Ibrahim Traoré, cher président Assimi Goïta, Abdouzaman Tiani, ne tombez pas dans ce piège-là. Refusez, tant que vous n'avez pas encore créé l'État fédéral, de vous associer avec la CEDEAO. Vous faites ça, vous tombez dans le piège. Parce qu'après, ils vont venir avec encore une proposition très alléchante à un de vous, et vous avez bien compris, pour faire en sorte que il ne faut pas que les Noirs puissent s'unir. Il ne faut pas que les Noirs puissent avoir un grand État, un État fort, un État puissant, un État qui va fabriquer ses armes, un État qui va ressusciter sa culture, c'est-à-dire enseigner à ses enfants les enseignements, un contenu pédagogique qui sera déjà conçu, et qui parle des Africains, qui est en rapport avec notre histoire. Un État
qui va faire en sorte que l'Afrique va briller dans les 100, 200, 1000, 3000, 4000, 1 million d'années à venir. Il s'agit de ça aujourd'hui. Nous sommes en train de parler du futur, très loin des Noirs qui vont venir après nous. Et vous êtes les hommes clés de ça. N'oubliez pas que vous avez entre vos mains là. Pour sortir, Talon, vous, les pour trois sortir. présidents. Oui, vous avez entre vos mains, vous les trois présidents, l'avenir non seulement des Noirs, nous les Noirs d'Afrique, mais l'avenir des Noirs du monde, ceux qui ne se reconnaissent pas comme Africains. Ceux-là, quand nous, les Noirs d'Afrique, vont devenir forts grâce à vous qui vous allez abandonner votre souveraineté pour créer cet État fédéral-là, eh bien, les Noirs du monde vont être respectés parce que l'Afrique va devenir fort. Aujourd'hui, le Blanc, quand il se promène, il est respecté parce que l'Europe est fort. Les États-Unis sont forts. Quand on les voit, on les respecte. Vous avez cette mission entre votre main. Et nous sommes obligés de vous le rappeler chaque fois, à chaque instant. Vous êtes le garant de notre avenir. Ne blaguez pas avec ça. Si vous blaguez avec ça, vous aurez un problème avec nous et avec nos ancêtres. Et nous savons que vous êtes conscients de ça. Merci. Créez-nous l'État fédéral. Merci à vous, Talon. Alors, la réunion des ministres de la Défense et des Finances de la CEDEAO s'est tenue la semaine dernière du côté d'Abuja, une réunion à laquelle, bien sûr, n'ont pas pris part les États, les ministres des États membres de l'Alliance du Sahel. Quelques jours plus tard, quand on parle de la mise en place, voire de l'implémentation de cette force en attente, on est bien tenté de se poser la question, que doivent faire les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel? Doivent-ils prendre part justement à la formation de cette force en attente en question, dans le souci notamment de renforcer encore un peu plus cette lutte contre le terrorisme? Alors êtes-vous également de ceux, à l'image de Talon qui estime que voilà, dans la logique de la consolidation de cette alliance en question, qui devrait dans quelques jours aboutir à une confédération, voire une fédération à long terme, il s'agit d'une nouvelle manœuvre de diversion de la part de cette CEDEAO qui a longtemps maintenu ses États sous sanction. Dr Sango. Je pense que on doit faire une analyse, n'est-ce pas, ambivalente pour comprendre cette réalité-là, c'est-à-dire une analyse qui privilégie à la fois le caractère symbolique de cette demande-là du point de vue stratégique, mais aussi et surtout la prudence que convoque le co-débatteur Talon. Parce qu'il faut le dire, du point de vue, n'est-ce pas, ici, politique, a priori, ce serait une bonne chose de mettre sur pied cette force en attente là, parce que ça permet de pratiquer ce que les États de l'AES ont, n'est-ce pas, dénoncé avant de partir de la CEDEAO, à savoir le manque de solidarité. Parce que cette alliance-là, du point de vue symbolique, ça frise la solidarité, ça frise le partenariat entre les États, entre les États membres. Mais cependant, il faudrait donc que c'est la stratégie ou la méthode qui conduit à l'implémentation de cette force en attente soit précisée du point de vue des partenaires. Qui financera cette force en attente? Forcément, les États membres. Tout à fait. Bon. Oui. Parlant de ces 2,6 millions de dollars qui sont nécessaires pour l'implémentation avec un premier contingent de 5 000 hommes qui seraient déployés sur le terrain. Tout à fait. Les États membres, et nous savons que c'est aussi comme ça que c'est dit dans les statuts de la CEDEAO, que c'est les États membres qui financent la CEDEAO. Mais du point de vue, n'est-ce pas, de la réalité, on voit bel et bien que les financements viennent parfois d'ailleurs, hors de ces États membres. Donc je pense que du point de vue de l'implémentation, il faudrait que les États de l'AES soient suffisamment prudents pour voir en cette action, n'est-ce pas, un élément sincère ou pas. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Moi, je pense que les États de l'AES sont suffisamment matures, sont suffisamment, n'est-ce pas, ici, édifiés pour identifier une action de manipulation d'une action sincère aujourd'hui. Et les États de l'AES ne peuvent plus tomber dans ce genre de piège. Si c'est un piège qui a été, n'est-ce pas, ici, dressé contre les États de l'AES,
si c'est un piège qui a été fait par la France à travers la CEDEAO pour disloquer l'AES, ce qui est sûr, avec les hauts stratèges de l'AES aujourd'hui, avec les services de renseignement que regorge l'AES aujourd'hui, ces derniers vont dénicher cette action-là et vont prendre les responsabilités qui s'imposent. Donc, vous avez indiqué là tout à l'heure qu'il y a eu une réunion, n'est-ce pas, une réunion de travail, à laquelle les ministres de défense et maliens n'ont pas pris part. De l'AES n'ont pas pris part. Oui. Mais après cette réunion, on convie cette fois-ci les ministres les États de l'AES à prendre part ou alors à être membres à part entière de cette force en attente. C'est des indélicatesses qu'il faut prendre en considération, aujourd'hui. Et je pense que cela participe aujourd'hui à consolider la prudence dont nous en appelons ici sur ce plateau. Donc moi je pense qu'on doit voir les choses du point de vue ambivalent. On voit bel et bien que cette façon de faire symboliquement montre que les États de la CEDEAO sont en train de comprendre que l'AES est déjà une réalité. Il y a une avancée dans la position de la CEDEAO, en dépit justement de tout ce qu'on peut lui reprocher. Tout à fait. On voit bel et bien que la CEDEAO est en train de balbutier aujourd'hui et face à cette confrontation avec l'AES, face à ce problème de l'insécurité, face à ce problème, n'est-ce pas, de la violation des souverainetés des États africains, la CEDEAO est en train de balbutier, en train de comprendre que elle ne peut pas faire sans les États de l'AES. Donc, à terme, ce que nous préconisons, c'est que les États de la CEDEAO poussent le bouchon plus loin en intégrant cette force du Liptako Gourma pour éviter de faire ce qu'on appelle en sciences politiques le chevauchement des organisations d'intégration sous-régionales qui constitue un des obstacles au processus d'intégration des États africains. Vous savez qu'en Afrique centrale, c'est ce problème-là qui a plombé l'intégration. Dans une sous-région, une même sous-région, on a plusieurs organisations d'intégration sous-régionale. La CEMAC est là, la CEAC est là, et les deux ont les mêmes objectifs, les mêmes rôles, les mêmes financements, mais sur le terrain, rien n'avance. Pour éviter que cela n'en arrive au niveau de la sous-région ouest africaine, il faudrait que les États prennent en main leurs responsabilités et comprennent qu'il est important de mettre sur pied une seule organisation d'intégration sous-régionale qui travaillera pour les intérêts de cette sous-région. Donc la prudence, il faut la prendre, mais il ne faut pas également éluder l'avancée symbolique, stratégique sur le terrain qui démontre que, à travers cette action, la CEDEAO est en voie d'essoufflement et elle est en train de comprendre que les États de l'AES ont pris une direction qu'il faut prendre en considération dans l'optique de vaincre le terrorisme dans la sous-région ouest africaine. La lutte contre le